Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le chapitre 8 de ce cours de physiologie cardiovasculaire va parler encore de circulation sanguine et plus précisément du contrôle local du débit sanguin. Nous aborderons le contrôle local de la circulation, l'autorégulation du débit sanguin, les facteurs métaboliques, myogéniques, le contrôle qui se fera via la dilatation secondaire des grosses artères. Ensuite, nous aborderons, comme pour la pression artérielle, des contrôles nerveux et humoraux et traiterons des agents vasoconstricteurs et vasodilatateurs. Le plan de cours que nous allons utiliser est le suivant. Nous allons définir dans un premier temps les enjeux du contrôle local du débit sanguin. Un des principes fondamentaux de la circulation sanguine est que chaque tissu est capable de contrôler son propre débit sanguin en fonction de ses besoins métaboliques, autrement dit en fonction de ses activités physiologiques. Une question est de savoir de quoi est-ce que les tissus de l'organisme ont besoin pour fonctionner correctement. Une première réponse intuitive est évidemment l'apport de dioxygène aux tissus. Les cellules auront aussi besoin de nutriments divers et ne pourront fonctionner correctement si les déchets métaboliques s'accumulent au sein de ces tissus, ou encore si le pH intracellulaire des cellules qui composent ces tissus n'est plus physiologique, que la concentration des autres ions que les simples protons n'est plus physiologique non plus. Enfin, les hormones ou encore les produits à usage thérapeutique parviendront au tissu par l'intermédiaire du sang. Certaines de ces hormones seront même là pour contrôler ces débits sanguins. Il est donc bien important d'avoir une perfusion qui soit toujours correcte. À ceci, il convient d'ajouter que certains tissus auront des besoins particuliers. Par exemple, la peau intervient dans le contrôle de la température centrale par le biais de modifications du débit sanguin cutané. Nous reviendrons sur ces cas particuliers. On considère que plus le métabolisme d'un organe est important et plus son débit sanguin est grand. Dans la première colonne de ce tableau sont listés un certain nombre d'organes et de tissus. Vous y rencontrez successivement le cerveau, le cœur, les reins, le foie, les muscles au repos, etc. La colonne suivante indique quel est au repos le pourcentage du débit cardiaque qui va être attribué à chacun de ces organes et tissus. La troisième colonne donne, elle, les valeurs de débit exprimées et elle les indique en millilitres par minute. Enfin, la dernière colonne rapporte ces valeurs de débit pour 100 grammes de tissu afin de pouvoir les comparer entre eux en s'affranchissant ainsi des différences de masse de ces organes. On peut ainsi remarquer que les débits importants des glandes listées sur ce tableau, les surrénales et la thyroïde, sont parmi les débits sanguins locaux les plus importants de tous les tissus représentés ici. Les reins présentent eux aussi un débit important, qui est lié principalement à la fonction de filtration qu'assurent ces organes. À l'opposé, on peut noter que les muscles, au repos, les os et la peau, par temps frais, présentent des débits assez faibles. Cela n'est vrai pour les muscles que lorsqu'ils sont au repos, c'est la raison pour laquelle on l'indique effectivement, et cela n'est vrai pour la peau que lorsque l'individu est à une température pas trop élevée. Enfin, le cœur, le cerveau et le foie présentent des débits intermédiaires. Le débit sanguin du cœur n'est pas bien évidemment ici le débit cardiaque, mais il s'agit du débit qui alimente le muscle cardiaque, autrement dit, du débit coronaire. Évidemment, au cours d'un exercice physique intense, ce qui est représenté dans la partie droite de cette diapositive, il n'y aura pas que le débit sanguin du muscle squelettique qui va augmenter, mais l'on voit que le débit sanguin coronaire va lui aussi augmenter pour faire face aux besoins accrus par une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la contractilité. On voit aussi qu'au niveau de la peau, il va y avoir une augmentation du débit de façon à éliminer les calories qui sont générées par la contraction musculaire.
Il va y avoir également, dans certains organes, une diminution de débit au cours de l'exercice. Ce sera le cas ici, vous voyez, pour les organes digestifs. Donc lorsque vous faites de l'exercice, les débits vont augmenter, spécifiquement dans le muscle squelettique qui va être sollicité par votre exercice, au niveau cardiaque, au niveau cutané, et ce, au détriment d'autres types d'organes. Le contrôle du débit va se faire soit au niveau local, soit sera sous la dépendance du système nerveux autonome, et il pourra affecter à ce moment-là de gros segments vasculaires de façon concomitante. Le troisième type de contrôle sera humoral et fera intervenir donc des hormones ou des substances qui pourront être libérées dans le compartiment sanguin ou qui seront libérées assez localement. La pression artérielle moyenne ou pression motrice est la pression qui détermine le débit du sang à travers les différents tissus, puisque la pression en amont de tout tissu et la pression artérielle motrice voisine de 100 mm de mercure, et que la pression en aval est celle de l'oreillette droite, voisine quant à elle de 0 mm de mercure. Pour une valeur de PAM donnée, le débit local sera influencé par des changements de rayons vasculaires en réponse aux besoins du tissu. Ainsi, si la PAM monte ou descend, elle se stabilise à une valeur plus haute ou plus basse. Le débit, dans un premier temps, suit la variation de pression, puis dans un deuxième temps, le débit est corrigé localement en fonction des besoins. C'est ce que l'on appellera le phénomène d'autorégulation que nous allons décrire maintenant. Sur ce schéma, nous voyons que l'augmentation du débit sanguin d'un tissu en fonction de l'activité métabolique du tissu s'appelle, on l'a déjà rencontré, ça s'appelle l'hyperémie. Cette courbe illustre la variation de débit sanguin en fonction du niveau d'activité métabolique du tissu. Nous avons donc en abscisse l'intensité du métabolisme, en ordonnée la valeur de débit sanguin correspondant. Le niveau normal ici est noté 1. C'est au-delà qu'est la zone où va se produire l'hyperémie. Nous voyons qu'une augmentation de 5 fois du métabolisme d'un tissu par rapport à sa valeur au repos se traduira par une élévation de l'ordre de 2,5 fois du débit sanguin local. Cette élévation de débit est due à une dilatation des artérioles et des métartérioles et à une ouverture des sphincters précapillaires. La dilatation des artérioles et des métartérioles se traduit par l'élévation du débit sanguin. L'ouverture des sphincters se traduit, elle, par une augmentation de la surface fonctionnelle des capillaires et donc par une augmentation des échanges entre les tissus et le sang. 2 mécanismes sont proposés pour expliquer cette action sur le muscle lisse vasculaire. En effet, vous vous souvenez que les sphincters eux-mêmes sont constitués de muscles lisses vasculaires. Le premier de ces mécanismes est la production de métabolites vasodilatateurs qui vont s'accumuler au voisinage des muscles lisses. Nous allons voir tout à l'heure quels sont ces métabolites vasodilatateurs. L'effet de ces métabolites sera renforcé par l'action vasodilatatrice de la baisse de la concentration d'oxygène, de l'augmentation de la concentration de CO2 et donc de la baisse du pH dans le sang capillaire et dans le liquide interstitiel. Le deuxième des mécanismes va correspondre à la mise en jeu de facteurs que l'on appelle des facteurs myogéniques. Commençons donc par la régulation métabolique. Quels sont les métabolites vasodilatateurs que nous avons évoqués à la diapositive précédente? Parmi eux, il convient de citer tout d'abord l'adénosine. L'adénosine provient de la dégradation de l'ATP et elle sera donc produite de façon proportionnelle à l'intensité du métabolisme tissulaire. Ceci est également vrai pour un déchet métabolique qui est l'acide lactique, qu'on appelle également le lactate. Ce lactate aura lui aussi un effet vasodilatateur au niveau artériolaire. Enfin, des substances libérées notamment lors de l'inflammation, comme les prostaglandines, l'histamine ou enfin les kinines, pourront également
dans les conditions inflammatoires, jouer un rôle dans la régulation métabolique du débit sanguin local. Nous reviendrons sur ces notions qui ne sont pas encore fermement établies pour la totalité de ces acteurs. Voyons maintenant ce que nous avons qualifié de régulation myogénique. Le muscle lisse vasculaire réagit à un étirement passif par une augmentation de son tonus et donc par une vasoconstriction. J'imagine que cette phrase évoque quelque chose pour vous, puisque dans les chapitres de physiologie cardiaque, nous avions évoqué l'effet de l'étirement de la paroi ventriculaire sur la contraction qui va suivre l'étirement. C'était bien évidemment la loi de Frank Starling. Eh bien, on voit ici que cette notion n'est pas vraie que pour le muscle cardiaque. Je vous avais dit qu'elle était vraie également pour le muscle squelettique, et on voit que dans une certaine mesure, elle est vraie aussi pour le muscle lisse. Un étirement s'accompagnera d'une augmentation du tonus vasculaire. En effet, ce muscle possède un tonus de base, et ce tonus de base provient du fait que certaines cellules ont un potentiel membranaire qui oscille, et ces cellules peuvent se dépolariser. On parlera de pacemakers locaux qui vont induire ainsi des contractions spontanées au niveau vasculaire. L'hypothèse myogénique veut que la fréquence de décharge de ces cellules pacemakers varie avec la pression sanguine, avec la pression de la circulation, et donc avec l'étirement de la paroi vasculaire. Ce mécanisme permet donc également de maintenir le débit d'un organe à un degré relativement constant, et ce malgré les variations physiologiques de la pression artérielle. Les facteurs métaboliques et myogéniques vont déterminer la réponse autorégulatrice d'un tissu. À la suite d'un blocage temporaire de la perfusion d'un tissu, il va se produire une augmentation de son débit sanguin dont l'intensité dépendra de la durée du blocage. C'est ce que l'on appelle ici l'hyperémie passive que nous avions déjà évoquée. Cette figure illustre ce phénomène enregistré à la suite de la mise en place d'un garrot sur le membre inférieur d'un individu, de façon à provoquer des occlusions fémorales successives de durée de plus en plus longue. Nous avons en effet resserré 3 fois consécutivement le garrot. La pression fémorale au-delà du garrot, ainsi que les débits sanguins relatifs dans le membre inférieur sont mesurés en parallèle. Vous voyez que plus l'occlusion est longue, plus de déchets métaboliques vont s'accumuler et plus l'hyperémie réactive sera importante. L'hyperémie étant figurée sur ce schéma par la zone noire des débits sanguins relatifs. L'augmentation du débit de la microcirculation dans les artérioles et métartérioles, produite par les contrôles métaboliques et myogéniques, entraîne une augmentation des forces de cisaillement au niveau de l'endothélium artériel. Les forces de cisaillement correspondent au frottement imprimé par le passage du sang, et notamment par les éléments figurés sanguins, contre les cellules endothéliales. En réponse, les cellules endothéliales vont produire un facteur relaxant qui a été baptisé initialement EDRF pour facteur relaxant dérivé de l'endothélium. Vous constaterez qu'il y a une inversion effectivement, puisque le F vient en fin et en français on va parler de facteur relaxant, parce que bien évidemment EDRF provient en fait d'un terme anglo-saxon. Ce facteur EDRF a été identifié aujourd'hui et on sait que c'est un gaz, le monoxyde d'azote, que l'on va noter NO. Le monoxyde d'azote ainsi libéré va relaxer les artères et cette relaxation artérielle vient s'ajouter à la relaxation des micro-vaisseaux déjà évoqués précédemment. Ce phénomène est baptisé dilatation secondaire des grosses artères. Le muscle lisse des artérioles est innervé par le système nerveux sympathique. Cette innervation est le support du contrôle nerveux du débit sanguin. En effet, une modification du tonus
sympathique, du tonus du système nerveux sympathique, pourra donc influencer le débit de certains organes par l'effet vasoconstricteur de la noradrénaline via des récepteurs adrénergiques, plus spécifiquement récepteurs que l'on a nommés les récepteurs alpha-1 adrénergiques. À travers ces récepteurs, la noradrénaline va produire une augmentation de la contraction du muscle lisse vasculaire en favorisant l'entrée de calcium dans la cellule musculaire. Le contrôle nerveux a la particularité d'affecter simultanément de gros tronçons de la circulation. Son importance dépend de la richesse de l'innervation sympathique qui varie d'un organe à un autre. Tous les vaisseaux reçoivent des fibres sympathiques vasoconstrictrices, sauf ceux qui constituent les circulations cérébrales et coronaires. Ceci aura pour effet de protéger ces organes en cas de décharge massive du système nerveux sympathique, en cas de surstimulation du système nerveux sympathique. À l'opposé, les vaisseaux du territoire cutané sont les plus innervés, d'où une importante vasoconstriction cutanée lors d'une stimulation sympathique intense. C'est notamment ce qui explique la pâleur que l'on peut enregistrer chez quelqu'un qui aura vécu une grande frayeur. Plusieurs substances chimiques et plusieurs hormones peuvent agir localement ou à distance et posséder donc des effets vasomoteurs, effets qui seront soit vasoconstricteurs, soit vasodilatateurs. Ils seront à la base des mécanismes du contrôle humoral du débit sanguin. Parmi les agents vasoconstricteurs, il faut citer à nouveau la noradrénaline et l'adrénaline produites par les médullosurrénales. Nous avions évoqué leur rôle dans le contrôle de la pression artérielle et nous les retrouvons dans le contrôle du débit sanguin local. De la même façon, l'angiotensine 2, dont l'effet vasoconstricteur au niveau artériolaire est très puissant, est retrouvé ici, et enfin la vasopressine, que l'on appelle également hormone antidiurétique. Cette hormone antidiurétique est produite par l'hypothalamus et elle sera libérée par l'hypophyse. Ce serait l'agent vasoconstricteur le plus puissant de l'organisme, ou pour le moins un des plus puissants, parce qu'à chaque nouvelle découverte d'un agent vasoconstricteur, les auteurs prétendent qu'il s'agit du plus puissant. Cette hormone, cette vasopressine, est assez peu sécrétée en conditions normales, et en réalité son rôle dans le contrôle physiologique du débit sanguin est encore relativement mal connu. Pourtant, dans certaines conditions, et notamment en cas d'hémorragie, situation que nous avons évoquée à la fin du chapitre précédent, la vasopressine pourrait être libérée en quantité importante. Il est évident que le terme d'hormone antidiurétique vient du fait que, en plus de son effet vasculaire, cette hormone agira sur les tubules rénaux pour empêcher la formation d'urine. C'est la raison pour laquelle elle vous a été enseignée dans le cours de physiologie rénale. Enfin, nous pouvons citer aussi la sérotonine, qui est contenue par les plaquettes sanguines. Cette sérotonine pourra, lors d'une blessure, d'une coupure, favoriser l'arrêt de l'écoulement par ses propriétés vasoconstrictrices. Là aussi, c'est un mécanisme qui ne prendra effet que dans des conditions extra-physiologiques, donc dans un contexte de traumatologie. À l'opposé, des agents vasodilatateurs pourront également intervenir dans le contrôle du débit sanguin local. Ce sont les substances évoquées à la diapositive numéro 11, libérées au cours de l'inflammation. Elles pourront agir localement, comme nous l'avons évoqué alors, ou bien, selon la quantité produite, elles pourront agir de façon beaucoup plus massive. Nous retrouvons donc un peptide de la famille des kinines, la bradykinine, dont le rôle dans le développement des œdèmes est majeur. Notez ici que le préfixe brady peut évoquer faussement pour vous le terme de bradycardie. Il est utilisé dans le terme bradykinine parce que cette hormone a été décrite initialement pour sa capacité à entraîner une contraction lente de l'intestin. Son action vasomotrice s'est révélée secondairement beaucoup plus marquée, et c'est surtout cette action physiologique que nous retiendrons.
L'histamine, pour sa part, est un peptide produit par, ou en tout cas libéré par les mastocytes et les basophiles lors de phénomènes inflammatoires ou allergiques. Elle aura une action similaire à celle de la bradykinin. Si vous souffrez vous-même d'allergie, vous avez probablement été traité par des médicaments que l'on appelle des médicaments antihistaminiques. Les prostaglandines, enfin, sont produites par tous les tissus de l'organisme à partir d'un même dérivé qui provient des phospholipides membranaires que l'on appelle l'acide arachidonique. C'est une famille de composés qui présentent de multiples effets physiologiques, parmi lesquels des effets vasoconstricteurs, mais pour les plus nombreux d'entre eux, des effets vasodilatateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué les prostaglandines dans cette liste des agents vasodilatateurs. Il faut toutefois bien reconnaître que leur participation au contrôle du débit sanguin local est encore assez mal connue. Il existe là aussi des médicaments susceptibles de limiter la synthèse de ces prostaglandines et auxquels vous avez déjà été vraisemblablement exposé. Je parle de médicaments comme l'aspirine, tout simplement, ou encore comme les médicaments que l'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les notions que je vous demanderai de retenir sur ce court chapitre portant sur la régulation des débits sanguins locaux sont les valeurs des débits sanguins en conditions de base. En effet, pour une fois, je vous demanderai de retenir quelques chiffres, au moins pour ce qui concerne donc le cœur, le cerveau, le muscle, la peau. De façon intéressante, vous avez noté sans doute qu'au niveau des os, il existait également un débit sanguin. On a quelquefois trop tendance à considérer les os comme étant des structures un peu minérales, mais ce sont des structures physiologiques de première importance. Je vous demanderai également de vous rappeler de l'effet de l'exercice physique sur ces débits, et donc des modifications de répartition des masses sanguines au cours de cet exercice. Enfin, les caractéristiques des régulations métaboliques et myogéniques, ainsi que les facteurs impliqués dans les mécanismes nerveux et hormonaux des débits sanguins, me paraissent essentiels. Je vous remercie de votre attention.